Les universités crient famine. Chaque jour, elles publient des communiqués alarmants sur l'état de leurs finances. Que faut-il faire? On en parle avec nos invités. Bruno Bouchard, vous êtes président de l'Université Dauphine. Bonjour. Bonjour. Laurence Garnier, vous êtes sénatrice LR et rapporteure de la mission d'information sur les relations stratégiques entre l'État et les universités. Bonjour. Bonjour. Et Romain Mercier, journaliste au Figaro étudiant, qui va nous parler des universités et de leurs problèmes financiers. Effectivement, je ne veux pas noircir le tableau, mais la plupart des universités sont en mauvais état, voire très mauvais pour certaines. Cette année, 54 sur 75 universités en France ont déclaré être en déficit sur cet exercice. À titre d'exemple, l'université de Brest-Occidental a annoncé un déficit prévisionnel à 3,9 millions d'euros, tandis que celle de Nantes tablait sur 15,9 millions d'euros. Les causes, les universités sont quasiment unanimes pour cibler l'inflation et les nouvelles charges imposées par l'État que ce dernier n'a pas compensé. En effet, il y a un an, au nom de la solidarité nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur a demandé un effort de 350 millions d'euros aux établissements du supérieur. Cette somme découle principalement des mesures salariales et de la prise en charge des pensions de retraite pour les universités. Des sommes apparemment pas soutenables pour les universités, dont le gouvernement prend la mesure aujourd'hui. Alors, quelles sont les conséquences pour les jeunes ? Les premières répercussions apparaissent timidement, certes, mais elles apparaissent quand même. À l'université de Bordeaux, par exemple, qui accueille environ 54 000 élèves, les étudiants ont davantage de cours en distanciel. Une étudiante en deuxième année de psychologie rapportait que certains de leurs professeurs avaient annoncé que la plupart des travaux dirigés se feraient en distanciel, faute de moyens. L'université Bordeaux compte aujourd'hui environ 100 millions de trésorerie par an. Malgré tout, son déficit s'envole à près de 20 millions d'euros. Autre conséquence, certaines universités tombent en lambeaux. À Montpellier, l'université Paul Valéry est elle aussi déficitaire. C'est l'université la moins subventionnée par rapport au nombre d'étudiants qu'elle accueille. Certains étudiants dénoncent des moisissures sur les murs, des éviers bouchés ou encore des parties de plafond manquantes. Et c'est loin d'être la seule université dans ce cas. Alors, est-ce que la situation va s'arranger ? Eh bien, pas sûr. Même si le projet de budget de l'enseignement supérieur prévoit pour l'instant une rallonge de 157 millions d'euros, elle risque d'être insuffisante. Dans la mesure où le déficit cumulé de toutes les universités françaises atteint désormais les 400 millions d'euros, soit l'équivalent de la suppression de 7 à 8 000 postes. Alors, à Dauphine, comment ça se passe ? Quel est l'état de vos finances ? Écoutez, à Dauphine, c'est comme pour toutes les universités, on est pris en ciseaux, avec d'un côté une subvention pour charge de service public, donc la subvention qui est octroyée par l'État, qui est en diminution en termes réels. Quand vous annoncez plus 157 millions, c'est par rapport à un budget initial de plus de 15 milliards. Donc en fait, c'est une hausse qui compense à peine l'inflation cette année, et ça n'a pas été le cas par le passé. Et je me tourne vers vous. Le rapport qui a étudié ces questions, le rapport sénatorial, fait état de 800 millions de baisse des budgets en euros constants. On peut annoncer Dauphine, c'est un peu considéré comme la fac riche quand même, parce que vous... fac riche avec des coûts élevés, avec plus de 50% de ressources propres, donc on se débrouille pour essayer de boucler les budgets, mais quand vous avez à la fois des charges qui sont imposées par l'État supplémentaires, qui représentent 600, 800, 1000 euros, et une baisse de la dotation en termes réels, vous êtes pris en ciseaux. Donc il y a une époque où Dauphine, effectivement, réussissait à dégager des excédents, ce qui était plutôt bien, puisqu'on est engagé dans un plan de rénovation de l'ensemble du campus. C'est en travaux, j'ai pu le voir. Il fallait mettre un petit peu d'argent de côté. Et, aujourd'hui, Dauphine n'y arrive absolument plus. Et quand vous parlez tout à l'heure de solidarité, peut-être en faisant référence à cette année budgétaire un petit peu compliquée, la précédente, mais en fait, les choses ont commencé bien plus tôt. C'est les mesures Guérini d'augmentation du point d'indice qui ont été que partiellement compensées. L'université, c'est 80-90% de masse salariale. Donc quand vous touchez à la masse salariale, évidemment, et que l'État ne vous donne pas l'argent pour payer vos fonctionnaires, vos agents, évidemment, vous vous retrouvez en difficulté. Alors le casse pension avait été compensé, mais par exemple le GVT, qui est un mécanisme de vieillissement de la population, ce qui fait que ça renchérit en fait votre coût en termes de masse salariale. Ça, je crois qu'on a arrêté de le compenser à partir de 2020. Donc en fait, c'est toute une trajectoire depuis 2020, en gros, qui s'est mise en place. C'est pas simplement cette année. C'est un effet ciseau qui est progressif depuis 2020 et qui s'aggrave d'année en année. Et c'est pour ça que les universités se retrouvent en grande difficulté. Juste un exemple, une donnée qui est issue du rapport sénatorial. 2/3 de la trésorerie, les fonds de roulement des universités ont diminué de 2/3 en 3 ans.
C'est massif, c'est massif. Laurence Garnier, donc vous êtes l'auteur de mission d'information sur les relations stratégiques entre l'État et l'université. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé lors de votre enquête ? Alors, ce qui m'a frappé, c'est effectivement d'abord l'état de fragilité financière de nos universités françaises. On a à peu près 78 universités en France et pour la première fois en 2024, leur résultat cumulé est déficitaire. Ça, c'est le premier point, avec une baisse de leur capacité d'autofinancement des 2/3 depuis 2021. Donc, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais ça donne quand même l'échelle, à la fois l'échelle de la dégradation et la rapidité de la dégradation, puisqu'on se projette uniquement 3-4 années en arrière. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, depuis la loi sur l'autonomie des universités, on s'aperçoit la loi LRU. La loi LRU, on s'aperçoit que l'objet université, en fait, est très hétérogène. On a des universités qui peuvent rencontrer des difficultés. Juste pour rappel, c'est une loi qui a donné, on l'appelle la loi Pécresse, hein. Exactement. C'est une loi qui a donné de l'autonomie aux universités, Voilà. la possibilité, alors j'ai vu, la possibilité d'augmenter, de donner des primes, même à ses salariés. Je ne savais pas que ce n'était pas possible avant. Et de l'autonomie financière, elle peut même être propriétaire de ses murs. Alors, donc ça a quand même changé énormément de choses. Parce qu'en fait, cette loi qui a donné donc, de l'autonomie, d'abord a généré une forme d'hétérogénéité des établissements entre ceux qui arrivent à aller chercher des appels à projets au niveau national, au niveau européen, parce qu'elles sont structurées en termes d'équipe, en termes de nombre d'étudiants, de visibilité internationale, et ça donne de très bons établissements universitaires. Je pense par exemple à l'Université Paris-Cité, par exemple à Aix-Marseille Université, par exemple à Dauphine, Monsieur le Président, et aussi des établissements beaucoup plus petits qui parfois ne proposent des formations que jusqu'à la licence dans des territoires qui ne sont pas des grandes métropoles. Et là, on a un impensé sur le rôle de ces universités qui sont souvent dans des situations financières déficitaires. Et pourquoi je vous parlais de la loi LRU, cette loi sur l'autonomie des universités? Parce que avec mon collègue Pierre-Antoine Lévy, qui est le co-rapporteur de cette mission d'information, on a eu le sentiment qu'on était au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on a donné une forme d'autonomie aux universités sans leur donner les moyens de l'assumer pleinement. Ça veut dire que leurs personnels ne sont pas forcément structurés en termes de compétences pour gérer, quand on parle de dévolution du patrimoine immobilier. Vaste sujet, à plusieurs centaines de millions d'euros, tant, vous l'avez dit, l'état de certains bâtiments universitaires est dégradé aujourd'hui. Ça veut dire que ce sont des compétences spécifiques pour gérer du bâti. Aujourd'hui, elles sont insuffisamment présentes dans nos universités. Donc on a donné C'est-à-dire on leur a dit maintenant vous êtes propriétaire, mais alors finalement elles n'ont pas les moyens et elles ne savent pas faire aussi elles n'ont pas les compétences et puis on leur dit on leur donne des missions. En gros, la mission de l'université française aujourd'hui, c'est de former des cohortes d'étudiants qui, pour plus de 96% des étudiants issus de la filière générale, obtiennent le bac. Et le bac aujourd'hui n'est pas perçu comme un point qui termine l'enseignement secondaire, mais comme un droit d'accès à l'enseignement supérieur. Nos universités ne peuvent pas sélectionner, donc elles sont tenues de prendre tout le monde, ce qui génère des cohortes d'étudiants nombreuses. Et puis pour terminer, on leur explique, on leur donne beaucoup de missions, former tout le monde, former de plus en plus d'étudiants, souvent les former de plus en plus loin, jusqu'à la licence 3, jusqu'au master, on pourra en parler parce que c'est un sujet crucial. Et on ne leur donne pas les possibilités de gérer comme elles le souhaitent. C'est-à-dire, nous avons rencontré, on s'est rencontrés dans le cadre des auditions que nous avons menées, et nous avons rencontré des présidents d'universités à qui on dit il va falloir assumer la politique unilatérale d'augmentation salariale imposée par l'État, mais si vous souhaitez fermer telle formation, diminuer les places dans telle licence ou dans tel master, on vous dit non aussi. Parce qu'il y a des étudiants qu'il faut faire rentrer parce ils ont eu leur bac et ils ont le droit d'accéder à l'université. C'est-à-dire aujourd'hui, une université qui voit qu'une licence ne fonctionne pas, et d'autres devoirs. Ou un master qui, par exemple, où il n'y a pas de débouché, elle n'a pas la liberté de fermer un master, de fermer une licence où il n'y a pas de débouché, par exemple. Alors ça nous a été dit très clairement, mais vous pourrez confirmer. Moi, j'ai vu des présidents d'université nous dire la licence que j'ai
qui existe dans mon université, elle donne 0% d'admission en master. Donc, j'ai voulu la fermer en estimant que ça n'avait pas de sens de poursuivre. C'est le rectorat qui a refusé la fermeture de cette formation. C'est incroyable. Parce qu'il faut mettre quelque part les étudiants qui sortent du bac et qui s'inscrivent sur Parcoursup. Donc on raisonne à l'envers. On crée le nombre de places en fonction du nombre d'étudiants. Il faut faire l'inverse. C'est pour les occuper. Un nombre de places. On en est parfois, alors heureusement l'université connaît aussi de belles réussites, mais on en est parfois rendu à ce niveau-là, et c'est catastrophique pour les finances des universités, pour l'excellence qu'elles défendent, et pour nos étudiants accessoirement. Bruno Bouchard, vous confirmez ce manque de liberté? C'est incroyable. Mais en fait, oui, c'est une autonomie qui est extrêmement relative, puisque en fait, nous ne sommes pas décisionnaires, nous sommes à la limite gestionnaires des deniers publics que l'on nous confie. Mais c'est vrai que... juste une chose quand même très importante, les frais de scolarité. Vous pouvez faire ce que vous voulez pour les frais de scolarité ou pas? On est aussi grand établissement, donc on a des diplômes de grand établissement et pour lesquels on peut fixer nos frais de scolarité. La première année de licence, elle est à combien chez vous? Alors nous, on a des tarifs qui sont modulés en fonction des revenus du foyer fiscal de rattachement, et si ça va de 0 à, pour les foyers qui ont un revenu fiscal de plus de 200 000 euros, donc ça va assez haut, ça monte jusqu'à 4 800 euros. 4 800 de 0 euros. à 4 800, et c'est à peu près 2 fois plus au niveau master. Parce qu'avec la loi LRU, donc la loi Pécresse qui était en 2007, on n'a pas pu aller... Donc, vous parlez d'être au milieu du gué, on n'a pas pu aller plus loin, c'est-à-dire de faire des droits modulés comme à Dauphine. Dauphine, c'est un peu un cas particulier, c'est un peu le statut de grand établissement comme Sciences Po, où vous pouvez faire ce genre de choses, mais ce n'est pas le cas à la fac de Nanterre, à la Sorbonne, etc., où on est toujours à 178 €, je crois, en licence. Exactement, l'inscription en licence, 178 €. Donc, ce qu'il faut, c'est rappeler que, d'abord, vous avez raison, on ne peut pas le faire, sauf statut particulier de grand établissement. Nous souhaitons, et le rapport de la mission d'information souhaite ouvrir cette réflexion sur l'augmentation des droits d'inscription en lien avec les revenus des familles, parce que le préambule de la Constitution de 1958 nous y oblige en vertu de l'égal accès à l'enseignement supérieur, l'égal accès à l'instruction. Et donc, on ne peut pas le faire aujourd'hui, et ce que les Français, je pense, ne mesurent pas, c'est que le coût d'une inscription aujourd'hui, le coût pour l'État, d'un élève en licence, c'est 12 250 € par an. Ça veut dire que les droits d'inscription, c'est 1,45% du coût réel supporté par l'État, donc par le contribuable français. En réalité, c'est une quasi-gratuité. Romain, je vous donne la parole pour parler d'une chose dont on parle peu, mais on va en parler de plus en plus, je pense, ce sont les droits d'inscription différenciés pour les étudiants étrangers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Eh bien, tout à fait. Depuis 2019, une loi est passée sur le fait que les universités, pour leurs diplômes de licence et de master, appliquent des droits différenciés aux étudiants extracommunautaires, c'est-à-dire aux étudiants qui ne proviennent pas de l'Union européenne. Quand je parle de droits d'inscription différenciés, ça signifie que les étudiants extracommunautaires ne paieront pas le même prix leur année d'études que les étudiants qui viennent de l'Union européenne. Exemple très simple. D'après Campus France, les frais d'inscription en licence pour un étudiant extracommunautaire peuvent s'élever jusqu'à 2 895 € par an, au lieu de 178 €, comme on l'évoquait tout à l'heure, pour tout étudiant ressortissant européen. Donc, comment expliquer une telle différence de prix ? Alors c'est très simple, vous allez voir. Un étudiant d'enseignement supérieur français coûte environ 12 000 €, comme vous l'avez dit juste avant. Donc pour arriver à des frais d'inscription de 178 € en licence, l'État prend en charge les 11 000 et quelques restants pour que l'étudiant suive sa scolarité correctement. Et bien pour un étudiant extracommunautaire, l'État prendrait en charge 7 000 € contre les 9 800 contre les 10 000 et quelques précédemment évoqués, ce qui laisse un peu moins de 3 000 € à la charge de l'université ou de l'étudiant. Et c'est ici que les universités peuvent exiger que les étudiants extracommunautaires payent ce reste à charge. Alors, est-ce que les universités appliquent cette loi de 2019, c'est-à-dire font payer des frais de scolarité différents selon l'origine de l'étudiant ? Eh bien, pas vraiment. Toujours selon la note de l'enseignement supérieur, à la rentrée 2022, en licence générale et professionnelle confondue, sur 51 800 étudiants extracommunautaires, seulement 8% d'entre eux ont dû payer le tarif plein de 3 000 €, tandis que 83 autres d'entre eux ont profité d'exonérations partielles. Il faut savoir que c'est une problématique
typiquement française. Ailleurs, en Europe, au Royaume-Uni, par exemple, selon le Conseil britannique, les frais d'inscription en premier cycle pour les étudiants étrangers s'élèvent en moyenne à 22 000 livres, soit 25 000 euros. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont appliqués à tous les étudiants internationaux, qu'ils viennent de l'Union européenne, des États-Unis ou d'ailleurs. Dans un contexte où les universités françaises annoncent des déficits faramineux, ces chiffres interrogent. Et tout de suite, j'ai une question pour vous, monsieur Bouchard. Est-ce que vous faites payer les droits différenciés aux étudiants extra-communautaires à Dauphine? Alors, il y a deux choses différentes. Pour ce qui concerne les diplômes de grand établissement, oui, on fait payer des droits différenciés, alors qu'ils ne sont pas tout à fait les mêmes que les droits différenciés nationaux, mais effectivement, on les fait payer. Sur les diplômes qui sont restés des diplômes nationaux à Dauphine, en général, effectivement, on utilise la possibilité qui va jusqu'à 10% d'exonération par rapport à la population étudiante globale. En général, on l'utilise pour une bonne raison. Parce que si ces diplômes sont restés à droits nationaux, c'est que ce sont typiquement des diplômes qui sont destinés à former des chercheurs, ou alors dans des domaines pour lesquels les débouchés ne vont pas générer des revenus très importants. Et donc, dans ce cas-là, on a gardé, effectivement, en général, on donne la dérogation. Ce qu'il faut voir, quand même, c'est aussi un sujet d'attractivité. Vous prenez, par exemple, au niveau du doctorat. Il y a de moins en moins d'étudiants français qui veulent faire un doctorat. Il y a à peu près, je crois, 38% d'étudiants étrangers qui sont en doctorat en France, sur la population totale. Donc il y a aussi un sujet d'attirer les cerveaux étrangers. Lorsqu'on dit ça, l'Angleterre n'a aucun problème d'attractivité et pourtant elle fait payer très cher son université aux étudiants étrangers. Alors, ça ne les empêche pas d'attirer en masse des jeunes, des étudiants du monde entier. Ça dépend de quelles universités vous parlez. Et puis, il peut y avoir des dérogations aussi, parce que là, vous parlez du tarif maximum, donc il peut aussi y avoir des dérogations. Si vous voulez prendre quelqu'un qui va venir en France et qui va faire de la recherche, je parle bien de cette partie-là, qui va faire de la recherche avec un salaire d'entrée au niveau maître de conférence, étant donné la trajectoire très difficile qui vous permet peut-être un jour de devenir maître de conférence, qui est autour de 2 SMIC, vous ne pouvez pas lui faire payer 10 000 euros sa scolarité et personne ne viendra. Et je vous assure qu'en termes de recherche sur ces domaines-là, le fait d'être capable d'attirer des étudiants étrangers, y compris hors Union européenne, c'est un facteur très important et c'est très important pour l'innovation en France. Est-ce que les universités françaises ne comptent pas, pour certaines filières, uniquement sur les étudiants étrangers, finalement, pour remplir ces doctorats, ces masters, finalement, qu'on confirmerait sinon? Alors, je pense qu'il faut distinguer plusieurs niveaux d'études, en réalité. Je vous rejoins parfaitement sur le doctorat, parce que là, on est sur des études très poussées, sur lesquelles il y a des enjeux de recherche qui sont absolument fondamentaux si on veut demain nourrir l'innovation de notre pays, de nos entreprises. Les choses sont très différentes, je crois, au niveau de la licence. Où là, effectivement, on s'aperçoit que la stratégie des universités est pour le moins, alors nous laisse pour le moins perplexes. Ce qu'il faut savoir, pour avoir quelques ordres de grandeur quand même, les étudiants étrangers en France, c'est à peu près 430 000 étudiants. L'université française, c'est 1,6 million d'étudiants. Ils ne sont pas tous à l'université, nos étudiants. Donc, en gros, c'est un étudiant sur 6 qui est un étudiant étranger. Vous avez évoqué les problématiques financières de l'université. Et dans le même temps, beaucoup de présidents d'universités qui font le choix d'exonérer ces étudiants de frais d'inscription différenciés qui sont nettement plus élevés, même s'il reste une part petite du coût global. Et là, il faut qu'on regarde comment ça se passe. Le président Macron a fixé l'objectif d'accueillir à horizon 2027 500 000 étudiants étrangers en France. Alors cette dynamique-là, avec quelques guillemets, se poursuit d'autant plus facilement que beaucoup de pays, on a parlé de l'Angleterre à l'instant, mais c'est le cas de l'Australie, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas des Pays-Bas, ont fait le choix aujourd'hui de restreindre de manière assez nette l'arrivée d'étudiants étrangers sur leur territoire parce qu'ils y voient, et je pense qu'il faut dire les mots, il faut mettre les mots sur les choses, des filières d'immigration légale. C'est le cas aussi en France. Des filières, c'est le cas en France.
J'en veux pour preuve l'augmentation sur 5 ans des étudiants extra-communautaires issus notamment des pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. À titre d'exemple, les étudiants en provenance du Bénin ont augmenté de 106%, plus 106% en 5 ans. Et c'est là qu'on a de véritables interrogations sur la qualité de la formation dispensée, parce que derrière, il y a de véritables enjeux. Ce sont des personnes, ce sont des étudiants, et donc il y a tout un dispositif de formation à mettre en place, et qualitatif, de préférence. Et puis, des questions qui dépassent les enjeux qui nous intéressent aujourd'hui, mais de ces étudiants qui sont souvent dans une grande forme de précarité. On parle beaucoup de précarité étudiante. Je crois qu'il faut aussi regarder du côté de ces étudiants-là. Ça explique une partie de la précarité étudiante. Et puis, des étudiants qui souvent ensuite restent sur le territoire français, sans droit ni titre, comme on pourrait le dire, qui viennent grossir cette immigration légale qui devient illégale et qui pose aussi un certain nombre de questions, là, de manière beaucoup plus large que celle qu'on évoque aujourd'hui. Mais quel est l'intérêt d'en faire venir autant pourquoi l'intérêt qu'on pourrait y voir, que moi je pourrais y voir, parce qu'il n'est pas financier et partager, ce serait de dire coopération internationale, développement de ces pays. Les pays d'Afrique subsaharienne, ils ont aussi besoin d'acquérir, et nous, en termes de politique de coopération, ça peut avoir du sens. Ça, on a beaucoup moins quand on s'aperçoit que beaucoup de ces étudiants restent ensuite sur le territoire national. Oui, alors il faut peut-être distinguer, en tout cas au niveau master, il faut savoir qu'à peu près 80% de ces étudiants, quand ils sont diplômés d'un master, ils sont cadres, ils sont dans des professions intellectuelles. Et effectivement, il y a à peu près 50% de ces étudiants qui vont rester en France. Qui vont rester en France avec des niveaux, encore une fois, de cadres, etc. Donc, tous, il y en a beaucoup qui arrivent en première année. Là, je parle des premières années de licence. Beaucoup échouent et se retrouvent en effet en France de manière illégale. Qu'il y ait un travail à faire sur la licence par rapport au bac, qu'on réforme ce passage du lycée à l'université, effectivement, il est clair, mais faut-il encore qu'il y ait une discussion qui s'instaure et qu'on s'en donne les moyens. Et moi, ce que je dis simplement, c'est que deux choses peut-être, que ce soit les droits d'inscription ou le fait de faire payer plus cher les extra-communautaires, c'est pas ça qui va résoudre l'ensemble des problèmes. Il faut en être très très conscient. Et que ça peut apporter du plus aux universités, ça peut leur permettre d'accueillir mieux l'ensemble des étudiants, de donner une meilleure condition quand même à leur personnel, de l'argent, de ne plus avoir besoin de sauts dans certaines salles de cours ou d'examen. Ça peut apporter du plus, mais ça ne se substituerait pas à la subvention pour charge de service public. En Angleterre, les étudiants payent des frais de scolarité depuis la réforme de 98 en Angleterre, et puis ensuite 2012. Est-ce qu'on envisage ça en France, de faire payer les étudiants ? Alors, on a ouvert, nous, la réflexion dans le cadre du rapport sur l'augmentation des droits d'inscription, encore une fois, proportionnellement aux revenus des familles. Je rejoins Monsieur le Président, il ne faut pas faire croire que ça réglera tous les problèmes financiers de l'université. Aujourd'hui, les droits d'inscription, en moyenne, c'est 2,7% des recettes des universités. Donc vous voyez que même si on les multiplie par 10... En Angleterre, j'ai regardé, c'est la moitié du budget des facs anglaises. Prenez Dauphine, par exemple. Dauphine, c'est moins de 10% de notre budget. C'est moins de 10% de notre budget. Je vous ai parlé d'un petit calcul tout à l'heure, donc je ne vais pas vous refaire toute la démonstration, mais s'il n'y avait pas de subvention pour charge de service public, Dauphine, ce serait 58 000 € le cycle complet. Et avec un système de droits modulés, pour ne pas faire payer tout le monde 58 000 € et essayer de répartir la charge, encore une fois, je ne vais pas vous donner les détails, mais ça veut dire que ceux qui ont des revenus élevés paieraient plus de 100 000 €. Est-ce que vous avez d'autres idées pour... je veux dire par là j'ai l'impression que c'est un tonneau de Danaïde pour cette université. Après, je vous laisse pour la parole, financer les universités. Non, mais attendez. On pense à la formation professionnelle. Est-ce qu'il y a des pistes pour... Il y a plein de pistes. Au-delà des subventions de l'État. Il faut quand même dire une chose. Il y a plein de pistes. Il y a l'apprentissage, il y a plein de modèles qui peuvent fonctionner. Mais il y a quand même quelque chose qui me semble essentiel à dire. C'est que la formation, l'éducation, c'est un bien commun. Un bien commun, en économie, c'est un bien qui est financé par la collectivité. Et pourquoi c'est un bien commun ? Qui profite de l'éducation ? C'est pas les jeunes qui sont en train d'être formés. C'est pas que les parents qui sont contents d'assurer un avenir à leurs enfants. Mais attendez. Ce sont les entreprises qui ensuite vont recruter des profils de haut niveau. Ça ne profite pas à tout le monde. Aujourd'hui, vous savez que 25% des étudiants vont dans l'enseignement supérieur privé.
Mais bien Donc, sûr, ça c'est quand profite à même, ça 75%. questionne. Ça profite à 75%. Et ces 75% d'étudiants qui vont ensuite aller travailler dans les entreprises, qui vont créer de la richesse, qui vont payer les retraites, qui vont assurer notre système social, ça profite à tout le monde. Parce que s'ils vont que dans le privé... C'était un débat en Angleterre, c'est comme ça que s'est passé justement le fait de faire payer les étudiants, c'est que justement ça ne profitait pas à tout le Mais monde. ils ne font pas payer tant que ça en Angleterre. D'abord, les c'est quand droits... même 20 000 livres par an. Donc Non. Dans les universités publiques, c'est limité à 9 000 pounds. Ah, c'est pour les étudiants étrangers. Hein. C'est pour C'est les étudiants étrangers. Ils ne payent pas si cher que ça en Angleterre. 9 000, on est à 178 euros. Non, c'est le maximum qui est à 9 000. Oui, mais enfin, quand même. Peut-être un mot quand même sur les pistes, parce qu'effectivement, c'est intéressant aussi de se projeter un peu. Oui, parce que de toute façon... Il y a un certain nombre de pistes qu'on propose dans le cadre du rapport. D'abord, on a besoin de transparence sur la subvention pour charge de service public. Je suis nantaise, vous avez évoqué l'université de Nantes, qui est une des plus faiblement dotées par étudiant pour des raisons historiques que personne n'est plus capable de comprendre. De la transparence pour restaurer la confiance entre les universités et l'État, le ministère de l'Enseignement supérieur. Cette confiance s'est abîmée au fil des années. Il faut que l'État, quand il notifie une subvention, qu'ensuite il la verse pour vous permettre de faire vos budgets efficacement et dans les temps. Il faut ensuite qu'on soit capable de réfléchir, de demander à l'État de compenser les charges qu'il impose aux universités. Glissement vieillesse technicité, casse pension et autres sigles barbares ou au moins techniques qui nous coûtent très cher. imposés par l'État, qui coûtent très cher aux universités. Vous avez évoqué tout à l'heure le chiffre de 350 millions d'euros qui était l'effort demandé par l'État aux universités l'année dernière. Je voudrais revenir aussi sur quelque chose qui est l'échec étudiant. Parce que cet échec étudiant, il est majeur aujourd'hui dans les universités françaises. Il faut savoir que 36% des étudiants obtiennent leur licence en 3 ans. Je crois que c'est 47% en 4 ans, donc avec une année supplémentaire, et 50% en 5 ans, donc avec 2 redoublements. Ça veut dire qu'il y a 50% des élèves qui, au bout de 5 ans, n'obtiennent pas leur licence. C'est dramatique pour ces élèves qui ont été mal orientés, parce qu'on leur a fait croire qu'ils allaient obtenir, parce qu'il n'y a pas de sélection. Et c'est dramatique aussi pour les finances de nos universités, puisque cet échec étudiant, il est chiffré à 350 millions, c'est pour ça que je le disais, d'euros par an, parce qu'on a mal orienté. Elles n'ont pas le droit aujourd'hui de sélectionner les étudiants, même depuis Parcoursup, pour travailler efficacement dans le respect des deniers publics. Non, mais elles n'ont pas le droit. Les universités sont tenues d'accueillir tous ceux qui souhaitent, après leur bac, faire des études supérieures. Donc il y a ceux qui sélectionnent. Peut-être à Dauphine, c'est quand même un peu plus sélectif. Ou bien les classes préparatoires. Je connais un paquet d'étudiants qui n'ont pas été pris. Mais il y a beaucoup d'universités qui sont tenues de prendre tout le monde, c'est-à-dire les meilleurs, parfois, et tant mieux, et les moins bons en fait, on oblige les universités, pour réussir à placer tout le monde dans l'université, on oblige les universités à avoir ce qu'on appelle des capacités d'accueil. Et qui sont très... Donc, c'est vraiment ça le sujet. Merci. Juste, on est obligé de conclure. Donc, merci beaucoup pour votre présence lors de cette émission et de toutes les pistes qu'on a évoquées pour renflouer les caisses de nos universités. Je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle émission de Paris d'École sur le Figaro TV.